Voilà, donc le deuxième exposé va concerner les cofacteurs de l'anaphylaxie. Donc vous savez que l'anaphylaxie, c'est la forme la plus sévère de la manifestation allergique et qu'elle est généralement déclenchée par un ou des aliments, des médicaments et des venins d'insectes. Selon les publications récentes, on estime que l'incidence varie entre 50 et 112 épisodes par 100 000 personnes années, et ce qui conduit à une prévalence estimée au cours de la vie de 0,3 à 5%. Ces données dépendent bien évidemment des définitions, des méthodologies qu'on a utilisées dans les études. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que c'est un interrogatoire ou est-ce que c'est des déclarations faites par des registres bien construits, et aussi en fonction de la zone géographique. Chez l'enfant, on estime que l'incidence varie assez fortement entre 1 et 760 par 100 000 personnes années, avec un taux de récurrence qui varie également de 25 à 50% des cas. Donc c'est très important d'éduquer les patients, puisque vous voyez qu'une fois sur deux, on va avoir des manifestations anaphylactiques qui sont récurrentes au cours d'un suivi qui varie selon les années. La mortalité, elle n'est pas nulle. Elle est la plus importante vis-à-vis des venins d'insectes. Elle est suivie par les médicaments et par les aliments en fonction de l'âge. Donc chez l'enfant, on le verra tout à l'heure, c'est principalement les aliments. Et alors pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça représente dans la vie? Eh bien, on a estimé que le risque de mourir par anaphylaxie dans la population générale, c'est le même que de mourir foudroyé dans la population générale. En population allergique, eh bien, on est à 1 sur 100 000. Donc, ça veut dire que 1 sur 100 000 patients allergiques connus qui a une anaphylaxie alimentaire risque peut-être un jour d'en mourir. Et là, le risque par analogie, c'est de mourir dans un incendie. Ça vous donne une idée. Alors, en Europe, on a le NORA, le registre des anaphylaxies. Donc, sur 59 centres qui ont enregistré leur cas, il y avait 3333 cas d'anaphylaxie. Vous voyez que 25% des déclarations concernaient les enfants de moins de 18 ans et que l'aliment arrivait en tête de file avec 60% des anaphylaxies chez l'enfant contre 20% chez l'adulte. Les venins étaient beaucoup plus rares chez l'enfant, environ 20% et 48% chez l'adulte, et les médicaments encore plus rares chez l'enfant, environ 5% et 20% chez l'adulte. La prévalence de l'anaphylaxie par allergie alimentaire, elle est estimée à 0,3%. Alors, on constate, en discutant avec certains d'entre vous, vous observez une augmentation des allergies alimentaires. Eh bien, c'est associé également à une augmentation de l'incidence de l'anaphylaxie alimentaire. Alors, je vais reprendre la définition de l'anaphylaxie. De quoi s'agit-il? Donc, il s'agit de la survenue brutale de manifestations cliniques. Alors, ces manifestations cliniques, les critères dépendent de la probabilité d'avoir été exposé à un allergène. Donc, ce sont les critères de Samson. Si votre patient, il a une probabilité, vous ne connaissez pas la probabilité qu'il ait été exposé à un allergène, il faut 2 organes, dont une atteinte cutanéo-muqueuse. Donc, c'est une atteinte cutanéo-muqueuse et une atteinte des voies respiratoires, rhinite, voie respiratoire basse, une atteinte de cutanéo-muqueuse et du tube digestif, et une atteinte cutanéo-muqueuse et un malaise. Donc, l'atteinte du système cardiovasculaire. Donc, il faut minimum 2 atteintes. Par contre, si vous savez que votre enfant, il est allergique à l'arachide et qu'il a consommé de l'arachide, eh bien, dans ce cas-là, non seulement les critères dont je viens de vous parler, évidemment, valent toujours, mais une seule perte de connaissance ou une hypotension ou une manifestation respiratoire ou cutanéo-muqueuse peut suffire à définir l'anaphylaxie. Donc, vous voyez que si on sait que le patient est allergique et qu'il a été exposé, les critères sont diminués.
Alors, quels sont les mécanismes? Eh bien, vous voyez, il y a différentes voies qui sont impliquées. Le plus souvent, ce sont des mécanismes qui sont IgE-médiés, mais c'est pas exclusif. Il existe des voies alternatives, comme le système du complément, le récepteur MRGPRX2 dont on a parlé hier, et on sait que les mastocytes sont des cellules clés dans la survenue de l'anaphylaxie, mais qu'il y a aussi d'autres cellules qui vont jouer un rôle, telles que les basophiles, les neutrophiles, voire même les macrophages. Alors, les réactions anaphylactiques, elles peuvent être légères ou menacer la vie chez un patient donné, et ce pour une exposition qui est identique en termes d'allergènes, mais aussi de doses. Et la sévérité d'une réaction, elle est imprévisible. Donc, c'est pas parce qu'on a eu une réaction légère un jour qu'on ne fera que des réactions légères, et inversement, c'est pas parce qu'on a eu une réaction sévère un jour que ce sera toujours des réactions sévères. C'est imprévisible. L'hypothèse qui est généralement expliquée pour expliquer cette variabilité de la réaction, c'est le rôle des cofacteurs. Alors, les cofacteurs, ils peuvent influencer la sévérité de la réaction de deux manières, soit en réduisant le seuil réactogène, soit en augmentant la sévérité de la réaction. On estime que les cofacteurs jouent un rôle dans approximativement 50% des réactions anaphylactiques de l'adulte et un peu moins chez l'enfant, de 15 à 20%. Toutefois, il est quand même important de noter que ce sont des travaux, ces données, elles résultent de travaux qui sont réalisés principalement chez l'adulte, qu'il s'agit de case report ou de case série, et que c'est également principalement étudié dans l'allergie alimentaire. Il n'est pas exclu du tout que les cofacteurs jouent un rôle dans les autres causes d'anaphylaxie, mais c'est surtout dans l'anaphylaxie alimentaire que ça a été étudié. Alors, quels sont ces cofacteurs? En pratique, il existe plusieurs classifications. Moi, je vous propose celle-ci. Donc, elle se base sur la distinction entre les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques, qui dépendent pas du sujet. Et parmi les facteurs intrinsèques, on va retrouver des facteurs génétiques, tels que certains HLA-DR, des comorbidités telles que l'asthme non contrôlé, les maladies clonales mastocytaires, je vais en parler, et des déterminants biologiques. Alors, parmi ces déterminants biologiques, on a l'alpha-tryptasémie héréditaire, qui est en fait un trait autosomique dominant et qui est dû à une multiplication du gène de l'alpha-tryptase, pardon. On retrouve cette mutation dans la population générale à environ 5% des patients, des sujets américains, et 6 à 8% en Europe. Alors, cette alpha-tryptasémie héréditaire, c'est constitutionnel et c'est associé une fois sur 3 à des symptômes généraux de type troubles intestinaux, des flushs, et c'est un facteur de risque d'anaphylaxie sévère. Ça a été démontré dans l'anaphylaxie au venin. Dans l'allergie alimentaire, on ne sait pas si cette alpha-tryptasémie est un facteur de risque de manifestation anaphylactique sévère. On le suppose, mais c'est pas démontré. Alors, le platelet activating factor, c'est un médiateur lipidique qui est très puissant et il est sous le contrôle d'une enzyme qui s'appelle la PAF acétylhydrolase, qui va générer une forme lysopaf, donc c'est-à-dire la forme inactive. Et donc, ce PAF, il est corrélé avec une sévérité de l'anaphylaxie. Ça a été démontré chez des sujets qui font de l'anaphylaxie par rapport à des sujets contrôle. Et l'activité de l'enzyme qui contrôle ce taux de PAF chez l'individu, elle va être modulée par différents facteurs, dont la survenue d'un phénomène inflammatoire ou éventuellement d'autres pathologies. L'âge est également un facteur intrinsèque qui va moduler la réaction anaphylactique avec une survenue de manifestations sévères, on l'a dit, 30 à 61% des adultes versus 14 à 18% chez l'enfant. Et là, c'est principalement lié à des facteurs confondants tels que la prise de bêta-bloquants et la consommation d'alcool. Alors, les hormones, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'expérience clinique et dans la littérature. Il n'y a pas énormément de choses, mais on sait que l'anaphylaxie alimentaire, elle touche préférentiellement les garçons avant la puberté, qu'ensuite on a une inversion avec une majorité de femmes, ce qui suggère une contribution des œstrogènes
dans les manifestations cliniques allergiques. On a également observé une augmentation des épisodes anaphylactiques dans la période qui entoure les menstruations, et notamment, ça a été mis en évidence chez des jeunes filles qui étaient en cours d'induction de tolérance orale pour une allergie alimentaire et qui développaient des accidents anaphylactiques au cours de la période prémenstruelle. Et donc, dans ce cas-là, c'est également un rôle des œstrogènes, et ça a aussi été démontré chez la souris qui avait une anaphylaxie moins sévère quand elles étaient ovarectomisées. Donc ça, c'était pour les facteurs intrinsèques. On va passer maintenant aux facteurs extrinsèques qui sont stricto sensu les cofacteurs de l'anaphylaxie. Alors parmi ceux-là, on retrouve l'activité physique. L'activité physique, c'est le cofacteur qui est retrouvé le plus fréquemment, qui concerne 10 à 20% des anaphylaxies chez l'adulte. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit typiquement de la survenue 1 à 4 heures après consommation de l'aliment et une réalisation de l'activité physique d'une manifestation anaphylactique. Alors, cette activité physique, c'est un terme très vaste. Alors, le plus souvent, c'est du jogging, mais ça peut être aussi de la danse. Donc, souvent, on a des patients qui décrivent des manifestations à une fête, ils dansent, ils boivent de l'alcool, et puis boum, ils déclenchent une anaphylaxie, alors que s'ils n'avaient pas eu ces cofacteurs, ils auraient toléré l'aliment. Ça peut être aussi une marche. On a des patients qui décrivent des symptômes avec un effort léger. Simplement aller marcher, marcher en ville, eh bien, ils vont déclencher des manifestations cliniques alors qu'ils n'en auraient pas déclenché s'ils étaient au repos à la maison. C'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie alimentaire induite par l'exercice, et c'est un facteur classique augmentant de manifestations anaphylactiques au cours de l'induction de tolérance orale. Quels sont les mécanismes? Eh bien, il y a différents mécanismes qui ont été proposés, avec toutefois assez peu d'évidence scientifique pour chacun d'entre eux. Et donc, en ce qui concerne l'exercice, eh bien, on a proposé qu'il s'agissait d'une augmentation de l'osmolalité plasmatique induite par l'exercice, et que cette augmentation de l'osmolalité plasmatique, elle pouvait faciliter l'histamine release par les basophiles. On a également proposé qu'il s'agisse de l'acidose induite par l'exercice. Après, avant qu'on fasse un exercice qui induise une acidose, il faut déjà aller très loin. Même chose pour l'augmentation de la perméabilité intestinale, qui faciliterait l'absorption de l'allergène. Il faut savoir que l'augmentation de la perméabilité intestinale, au cours de l'exercice, elle n'a été décrite que pour des efforts prolongé, genre marathon, où il y avait une résorption des endotoxines intestinales qui passaient dans le sang par augmentation de la barrière intestinale. Donc c'est vraiment des efforts intenses, et ça correspond pas à ce qu'on voit en clinique. L'augmentation de la perméabilité intestinale, je l'ai dit. La déshydratation, je l'ai dit aussi. Et on a également proposé, mais ça plutôt dans le cadre de l'anaphylaxie alimentaire induite par le blé, par sensibilisation à l'oméga-5 gliadine, que l'effort puisse entraîner une augmentation de l'activité de la transglutaminase, qui est une enzyme intestinale, et qui entraînerait une agrégation peptidique des allergènes et faciliterait le pontage des IgE. Mais vous voyez que au niveau des mécanismes, on ne sait pas grand-chose. Une donnée récente qui suggère un rôle pour les prostaglandines, on a mis en évidence que le misoprostol, qui est un analogue de la prostaglandine E1, avait un effet protecteur sur les manifestations de l'anaphylaxie induite par les cofacteurs. Donc ils ont pris 10 sujets sains, ils ont réalisé qui avaient une anaphylaxie au blé induite par l'exercice. Ils ont réalisé différents TPO, blé seul, blé avec exercice, blé avec alcool ou avec aspirine, et blé avec aspirine plus misoprostol, un analogue de la prostaglandine, et blé effort et cet analogue de la prostaglandine. Et ils étudiaient le taux d'allergènes circulant, et donc ils montraient que le taux de gliadine dans le sang était augmenté au cours des tests où ils associaient consommation de blé et cofacteurs, et par contre que cet effet n'était pas retrouvé lorsqu'ils administraient en même temps du misoprostol. Donc ça donne des pistes sur les mécanismes physiopathologiques qu'il y a derrière l'anaphylaxie induite par l'exercice.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est une autre cause de cofacteur, c'est une autre étiologie de cofacteur qui est responsable de 25% des anaphylaxies chez l'adulte. Et vous voyez qu'en région méditerranéenne, ça peut monter jusqu'à près de 60%. Donc c'est pareil, ce sont des patients qui vont développer des manifestations anaphylactiques après consommation d'un aliment et prise d'un anti-inflammatoire qu'ils peuvent avoir pris évidemment le matin. Et ça a surtout été décrit avec le blé, l'arachide, les fruits à coque, les graines, les fruits et légumes, notamment les LTP et les crustacés. Et donc le mécanisme qui est proposé, c'est également une augmentation de la perméabilité intestinale, voire un effet direct des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur la sensibilité du mastocyte et du basophile et leur aptitude à relarguer leur médiateur. Deux hypothèses ont été proposées au niveau des mécanismes physiopathologiques, et là c'est des mécanismes qui sont pas très bien connus, mais qui impliquent l'adénosine et son récepteur, et même chose, la voie des prostaglandines. Et ces pistes sont proposées pour expliquer l'anaphylaxie induite par l'exercice, mais aussi associée à la prise d'anti-inflammatoires et à l'alcool. Donc je vous le disais, l'alcool, on le retrouve, heureusement que chez l'adulte, 15% d'anaphylaxie sont associés, ont été favorisés par la consommation de l'alcool. Le mécanisme sous-jacent, il est également assez mal connu. Les hypothèses qui sont proposées, c'est une augmentation de la perméabilité intestinale par un effet de l'alcool sur les jonctions serrées au niveau de l'épithélium. C'est de nouveau une inhibition de la résorption de l'adénosine, le médiateur dont je vous parlais tout à l'heure, et qui pourrait augmenter l'activation des mastocytes via leurs récepteurs pour les IgE, et la stimulation de la production des IgE. C'est un mécanisme qui est proposé, mais la stimulation de la production d'IgE, c'est quelque chose qui est retrouvé chez les patients qui sont alcooliques et dont on ne connaît même pas la pertinence clinique. Donc je l'ai mentionné parce que c'est repris dans les articles, mais c'est pas quelque chose dont on comprend très bien le mécanisme et qui est pertinent. Alors les bêta-bloquants et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, il y a malheureusement peu d'études qui sont contrôlées pour les autres facteurs confondants qui sont la raison pour laquelle on a prescrit des bêta-bloquants et des IEC, c'est-à-dire les pathologies cardiovasculaires et l'âge. Mais vous voyez que le fait d'être sous bêta-bloquant confère un odds ratio qui varie de 2 à 7 pour la survenue d'épisodes d'anaphylaxie. Alors souvent en plus ces médicaments ils sont pris en association qu'est-ce qu'on sait des mécanismes? Bon, les bêta-bloquants ils vont évidemment réduire la réponse physiologique normale à la survenue de l'anaphylaxie dans des modèles murins, on a montré qu'il y avait également une activation par le récepteur à haute affinité. Donc les médicaments, on les a surtout étudiés. Le rôle des médicaments a surtout été retrouvé dans l'anaphylaxie induite par les venins d'hyménoptère, avec quand même des odds ratios assez sévères. Vous voyez ici la comparaison entre le rôle des cofacteurs chez des sujets qui ont une anaphylaxie au venin d'hyménoptère et à d'autres causes. Et vous voyez qu'on retrouve principalement donc la mastocytose, bien sûr, l'asthme, les maladies cardiovasculaires et les bêta-bloquants sont ici, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont ici et l'aspirine est ici. Les hypolipémiants, on a aussi décrit qu'ils pouvaient aggraver des manifestations anaphylactiques. Le mécanisme qui est proposé, c'est une diminution de l'activité de la PAF acétylhydrolase, dont je vous disais qu'elle contrôlait le taux de PAF et qui était un médiateur lipidique important. Et on en parlait hier aussi, les inhibiteurs de la pompe à protons qui vont moduler le pH gastrique et diminuer la protéolyse acide peuvent également aggraver les manifestations anaphylactiques. Alors si on classe l'ensemble de ces cofacteurs en fonction de facteurs de risque d'anaphylaxie sévère, eh bien on retrouve ici par ordre décroissant
l'âge, la mastocytose, le fait d'avoir eu une anaphylaxie par piqûre d'insecte, le sexe masculin, les désordres psychologiques, la prise de bêta-bloquants, les médicaments comme facteurs déclenchants, l'exercice intense et l'exercice léger. Donc ça, vous voyez, on est plus ou moins au même niveau. Hein. Donc quand on parle d'exercice, c'est pas forcément le jogging ou la course. Et l'asthme concomitant, sachant que les études récentes sur le facteur de risque asthmatique sont pas très claires. Par contre, on pense que le fait d'avoir un asthme non contrôlé est un facteur de risque d'anaphylaxie sévère. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on se demande est-ce que certains facteurs sont plutôt associés à certaines allergies alimentaires, on a une étude du registre européen qui montre que l'exercice est plutôt associé à une manifestation allergique sévère chez l'enfant allergique à l'arachide, et par contre que l'alcool aggravait très fortement les réactions anaphylactiques chez l'adulte allergique au blé, avec un odds ratio qui dépassait les 3. Les LTP sont une famille de panallergènes végétaux qui représentent la cause principale d'allergie dans le bassin méditerranéen, et on sait que les symptômes peuvent être absents ou mener à des manifestations anaphylactiques. Et dans ce cas, dans le cas de l'allergie au LTP, le rôle des cofacteurs est important et est souvent retrouvé. Les réactions sont, je vous le disais, souvent associées à des cofacteurs, et ces cofacteurs, c'est l'exercice physique, la prise de médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les inhibiteurs de la pompe à protons, la consommation d'alcool et certaines conditions telles que le jeûne prolongé, les menstruations, le manque de sommeil, c'est quelque chose qui est assez nouveau, la déprivation de sommeil, voire même un jet lag, peuvent être des cofacteurs qui vont déclencher des manifestations chez certains patients. Et donc j'en arrive aux conclusions. J'ai été un peu plus vite, j'ai rattrapé le temps. Donc les cofacteurs sont fréquents comme facteurs aggravants ou déclenchants de l'anaphylaxie, principalement alimentaire. Il faut y penser parce que le diagnostic est important, il faut le reconnaître, et c'est surtout important en termes d'éducation thérapeutique, parce que ce sont des patients qui peuvent tolérer certains aliments sans cofacteurs et qui par contre ne peuvent pas les consommer si c'est en présence d'alcool, de prise d'anti-inflammatoires au cours de la période menstruelle ou avant réalisation d'un exercice. L'éviction, elle est parfois difficile parce que, comme je vous le disais, parfois ça peut être une marche qui peut être un facteur déclenchant. Donc voilà, on ne sait pas s'empêcher de marcher dans la vie de tous les jours. Et le caractère interchangeable, et ce sont toujours ces mêmes cofacteurs qui reviennent, ça suggère des mécanismes communs qu'on connaît pas très bien, mais je vous ai parlé des voies des prostaglandines, des récepteurs de l'adénosine, en association avec les facteurs intrinsèques favorisants, l'alpha-tryptasémie héréditaire, le PAF, qui peuvent moduler et expliquer des différences intersujets. Et nos connaissances restent encore assez limitées par rapport à cette problématique. Et donc, si l'allergie alimentaire vous intéresse, eh bien, je vous invite chaleureusement à participer au prochain SIGBA qui aura lieu le 18 et 19 octobre à Angers, et on traitera de différents sujets. Le thème cette année, c'est peau et allergie alimentaire. Je vous remercie pour votre